Une journée dans la vie d'un psychologue des profondeurs. L'appel des profondeurs. Ce n'est pas mon réveil qui me réveille, ce sont mes rêves. À 5h47, je suis tiré du sommeil non par un son, mais par le poids d'une image qui semble plus réelle que la lumière matinale filtrant à travers mes rideaux. Le visage d'un patient, marqué par cette douleur particulière qui naît de la première rencontre avec son ombre. C'est ainsi que commencent la plupart des journées pour un psychologue des profondeurs. Pas avec un café ou la consultation des courriels, mais avec les vestiges de l'esprit inconscient qui s'accrochent encore à la conscience comme une brume matinale. Voyez-vous, la psychologie des profondeurs n'est pas seulement ce que je fais, c'est ce que je suis devenu à travers des années de plongée dans ces parties de la psyché humaine que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Et aujourd'hui, je veux vous emmener dans ce voyage avec moi. Non seulement pour vous montrer ce que c'est que de travailler dans les profondeurs, mais pour vous aider à comprendre comment ces mêmes principes qui guident ma pratique peuvent transformer votre propre relation à vous-même. Jung a dit un jour que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce qu'il voulait dire, et plus important encore, comment vous pouvez utiliser cette sagesse pour révéler des parties de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines personnes vous déclenchent si intensément ? Ou pourquoi vous continuez à attirer les mêmes schémas dans vos relations, votre travail, votre vie ? À la fin de notre temps ensemble, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi cela arrive, mais vous aurez les outils pour transformer ces schémas de source de souffrance en porte d'entrée vers une profonde découverte de soi. Rituel matinal, rencontre avec l'inconscient. Avant de pouvoir accueillir le matériel inconscient de quelqu'un d'autre, je dois d'abord m'occuper du mien. Ce n'est pas de la complaisance envers soi. C'est une nécessité professionnelle. Jung comprenait que l'analyste doit être analysé, que nous ne pouvons guider les autres à travers des territoires que nous n'avons pas cartographiés en nous-mêmes. Ma pratique matinale commence par ce que Jung appelait l'imagination active, une technique où nous nous engageons consciemment avec les images, émotions et symboles qui émergent de notre esprit inconscient. Je m'assieds dans le même fauteuil chaque matin, carnet en main, et je demande simplement, qu'est-ce qui veut être connu aujourd'hui ? Ce matin, l'image de mon rêve revient. Mais maintenant, je ne la repousse pas ni n'essaie de l'analyser immédiatement. Au lieu de cela, je la laisse parler. Je dialogue avec elle, posant des questions comme si c'était un sage professeur plutôt qu'un simple fragment de sommeil. C'est le cœur de la psychologie des profondeurs, traiter chaque aspect de notre expérience intérieure comme potentiellement significatif, comme un messager de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. L'image révèle quelque chose que je dois aborder dans ma propre vie, une tendance à secourir les autres au détriment de mes propres besoins. C'est un schéma que je pensais avoir résolu, mais l'inconscient nous laisse rarement nous en tirer si facilement. C'est ce que Jung entendait par individuation, le processus de toute une vie de devenir qui nous sommes vraiment, plutôt que qui nous pensons devoir être. Alors que j'écris dans mon journal, je me rappelle quelque chose de profond. Chaque client que je verrai aujourd'hui sera un miroir, reflétant des aspects de ma propre psyché qui cherchent l'intégration. C'est pourquoi le travail personnel n'est pas séparé du travail professionnel en psychologie des profondeurs. Ils sont deux faces de la même pièce. À quoi ressemblerait-il pour vous de commencer votre journée en demandant à votre propre inconscient ce qu'il veut que vous sachiez ? Et si ces rêves récurrents, ces émotions persistantes, ces choses qui continuent à apparaître dans votre vie n'étaient pas des problèmes à résoudre, mais des messages à entendre ? La séance client, témoin de l'intégration de l'ombre. Mon premier client de la journée entre en portant ce que Jung appellerait un sac d'ombre. Toutes les parties d'elle-même qu'on lui a appris à considérer comme inacceptables. Sarah est une avocate prospère qui est venue me voir parce qu'elle continue à saboter ses relations juste quand elles deviennent sérieuses. En surface, elle est organisée, éloquente, puissante. Mais dans les profondeurs, elle est terrifiée par son propre besoin de dépendance, sa propre vulnérabilité. Je l'ai encore fait, dit-elle en s'installant dans le fauteuil face à moi. J'ai cherché querelle à Marcus pour quelque chose de complètement stupide, et maintenant il prend ses distances. Sa voix porte ce mélange familier de frustration et de perplexité qui survient quand notre ombre agit sans notre consentement conscient. C'est là que la psychologie des profondeurs diffère des autres approches. Au lieu de se concentrer sur la modification du comportement ou la restructuration cognitive, nous plongeons plus profond. Nous demandons,
Quelle partie de Sarah a si peur de la proximité qu'elle préfère détruire la connexion plutôt que de risquer une véritable intimité? Ensemble, nous explorons ce que Jung appelait l'ombre personnelle, ces aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés ou niés parce qu'ils ne correspondaient pas à notre image idéale de nous-mêmes. Pour Sarah, son ombre porte son besoin de dépendance, sa peur de l'abandon, son désir d'être prise en charge. Ce ne sont pas des traits pathologiques, ce sont des traits humains qui ont été refoulés parce qu'ils entraient en conflit avec son image d'elle-même comme indépendante et forte. Et si, lui demandai-je, votre besoin de dépendance n'était pas votre ennemi, mais une partie de vous qui essaie d'attirer votre attention? Et si ce n'était pas quelque chose à surmonter, mais quelque chose à intégrer? Voici l'insight révolutionnaire de la psychologie des profondeurs. Nos symptômes ne sont pas des dysfonctionnements aléatoires, ils sont des communications intentionnelles de parties de nous-mêmes qui ont été exilées. Le schéma de sabotage relationnel de Sarah n'est pas seulement un comportement destructeur, c'est la façon dont sa psyché la protège de la vulnérabilité que l'intimité véritable exige. Alors que nous travaillons ensemble, je sens quelque chose dans ma propre poitrine, une reconnaissance, une résonance. C'est mon image matinale qui prend vie. La lutte de Sarah entre sauver et être sauvée reflète ma propre tendance à donner sans fin tout en ayant du mal à recevoir. Ce n'est pas une coïncidence. En psychologie des profondeurs, nous comprenons que nous attirons les clients dont nous avons besoin pour notre propre processus d'individuation. La séance se termine avec Sarah qui s'engage à dialoguer avec son besoin de dépendance plutôt qu'à le bannir. Elle passera la semaine à demander à cette partie d'elle-même ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle essaie de lui dire. C'est cela le travail sur l'ombre, non pas l'élimination de nos parties difficiles, mais leur intégration consciente. Réflexion de midi, la carte de la psyché selon Jung. Pendant ma pause déjeuner, je me trouve souvent en train de contempler la carte révolutionnaire de Jung de la psyché humaine. Contrairement à Freud, qui voyait l'inconscient principalement comme un dépôt de matériel refoulé, Jung le comprenait comme une force créative et compensatoire, travaillant toujours à nous mener vers la totalité. Il divisa la psyché en plusieurs composants clés, l'ego, ou notre sens conscient de soi, l'inconscient personnel, contenant nos propres expériences refoulées ou oubliées, et l'inconscient collectif, la couche plus profonde que nous partageons avec toute l'humanité, peuplée de ce qu'il appelait les archétypes, des modèles universels d'expérience humaine. Mais voici ce que la plupart des gens ratent concernant le modèle de Jung. Ce n'est pas seulement un cadre théorique. C'est un guide pratique pour vivre. Chaque jour, dans chaque interaction, ces différents niveaux de la psyché sont en jeu. Le collègue qui vous irrite pourrait porter votre ombre projetée. Le rêve qui vous hante pourrait être l'inconscient collectif offrant des conseils. Le schéma que vous ne pouvez briser pourrait être une dynamique archétypale se jouant dans votre vie personnelle. Prenez l'histoire de Sarah, par exemple. Au niveau de l'ego, elle se voit comme indépendante et forte. Dans son inconscient personnel réside son besoin de dépendance et sa vulnérabilité exilée. Mais au niveau archétypal, elle est prise dans la dynamique entre le soignant et l'enfant vulnérable, deux modèles universels que chaque psyché humaine doit apprendre à équilibrer. Comprendre cela m'aide à voir que le travail de Sarah ne consiste pas seulement à réparer ses schémas relationnels. Il s'agit d'une intégration beaucoup plus profonde, apprendre à tenir à la fois sa force et sa vulnérabilité, sa capacité à donner et son besoin de recevoir. C'est ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de la psyché à tenir des tensions opposées et à trouver une troisième voie qui transcende les deux. Alors que je suis assis ici, réfléchissant à la séance du matin, je suis frappé par la façon dont ce même processus se déroule dans ma propre vie. L'image de mon rêve, la résonance que j'ai ressentie avec la lutte de Sarah, tout cela fait partie du même mouvement vers la totalité que Jung appelait l'individuation. Quelles tensions évitez-vous dans votre propre vie? Quelles qualités opposées en vous-même essayez-vous de choisir au lieu d'apprendre à les intégrer? Ce ne sont pas des questions philosophiques, ce sont les enquêtes les plus pratiques que vous puissiez mener, car la façon dont vous y répondez détermine la qualité de vos relations, de votre travail et de votre sens du but. Analyse des rêves. Message de l'inconscient. Ma séance d'après-midi implique quelque chose que Jung considérait comme l'une des communications les plus directes de l'inconscient, les rêves. Michel, un cadre d'entreprise, fait le même rêve depuis des mois. Il est dans la maison de son enfance, mais elle est inondée,
et il essaie frénétiquement de sauver des documents importants pendant que l'eau continue de monter. En psychologie des profondeurs, nous n'interprétons pas les rêves, nous dialoguons avec eux. Les rêves ne sont pas des énigmes à résoudre mais des conversations à avoir. L'inconscient parle en symboles, images et émotions parce que ces langages peuvent contenir plusieurs significations simultanément, nous pointant vers des vérités que la pensée rationnelle seule ne peut saisir. « Parlez-moi de cette maison », demandai-je à Michel. Alors qu'il la décrit, je remarque comment sa voix change, plus douce, plus vulnérable. La maison représente son monde intérieur, sa psyché. L'inondation n'est pas seulement de l'eau, ce sont des émotions qu'il a retenues, des sentiments qui menacent de submerger son identité professionnelle soigneusement construite. Les documents qu'il essaie de sauver représentent les attachements de son ego, ses réalisations, sa réputation, son sens de qui il pense devoir être. Mais le rêve ne lui dit pas que ces choses sont mauvaises. Il lui montre qu'elles ne peuvent être préservées sous leur forme actuelle. L'inondation d'émotions n'est pas l'ennemi, c'est la tentative de la psyché de renouvellement, de laver ce qui ne le sert plus pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. C'est une imagerie classique d'individuation. L'ego expérimente souvent l'inconscient comme une menace parce qu'il défie notre concept de soi limité. Mais Jung comprenait que ces perturbations apparentes sont en fait des invitations, la psyché nous appelant vers une façon d'être plus large et plus authentique. Alors que nous travaillons avec le rêve, Michel commence à reconnaître que les émotions inondantes ne sont pas aléatoires. Elles sont liées à sa récente promotion, qui a fait naître des sentiments inattendus d'inadéquation et de syndrome de l'imposteur. Son inconscient l'inonde non pour le détruire, mais pour l'aider à intégrer ses sentiments vulnérables avec sa compétence professionnelle. À la fin de la séance, Michel n'essaie plus d'arrêter l'inondation. Il apprend à nager dedans, à la laisser l'emporter vers un sens plus intégré de lui-même, un qui peut contenir à la fois son succès professionnel et son incertitude humaine. Observer ce processus se dérouler me rappelle ma propre relation aux émotions difficiles. Combien de fois essayai-je de sauver les documents importants de mon identité au lieu de faire confiance au pouvoir transformateur de ce qui veut émerger? C'est le travail continu de la psychologie des profondeurs, non seulement pour nos clients, mais pour nous-mêmes. Travail personnel sur l'ombre, le voyage du psychologue. La fin de ma journée de travail ne signifie pas la fin de mon travail psychologique, cela signifie tourner la lentille vers l'intérieur. L'une des intuitions les plus importantes de Jung était que les guérisseurs doivent être guéris, que nous ne pouvons guider les autres à travers des territoires que nous n'avons pas explorés nous-mêmes. Cela signifie que mon travail personnel sur l'ombre n'est pas un luxe, c'est un impératif éthique. Les séances d'aujourd'hui ont remué un matériel familier. La dynamique de sauveur que j'ai vue dans mon rêve matinal, la résonance que j'ai ressentie avec la lutte de Sarah, les émotions inondantes dans le rêve de Michel, elles pointent toutes vers le même endroit dans ma propre psyché qui a besoin d'attention. Je m'assieds avec mon journal et pose la question que Jung nous a enseigné à poser. Qu'est-ce que je ne vois pas de moi-même? La réponse vient non par la pensée mais par le sentiment, par la reconnaissance inconfortable que j'ai trop donnée dans mes relations personnelles tout en ayant du mal à recevoir du soutien en retour. C'est mon ombre, non pas les traits négatifs stéréotypés auxquels nous pensons, mais les parties reniées de moi-même qui, quand elles sont inconscientes, dirigent ma vie depuis les coulisses. Mon ombre porte mon propre besoin de dépendance, mon propre désir d'être pris en charge, ma propre peur d'être vu comme autre chose qu'infiniment capable. Jung a dit qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette obscurité n'est pas maléfique, c'est simplement les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore appris à aimer. Mon besoin de dépendance n'est pas un défaut de caractère. C'est un trait humain qui a été poussé dans l'ombre parce qu'il entrait en conflit avec mon rôle d'aide et de guérisseur. Le travail n'est pas d'éliminer ces traits mais de les intégrer consciemment. À quoi ressemblerait-il pour moi d'avoir besoin et de recevoir du soutien tout en étant encore capable de l'offrir aux autres? Comment puis-je tenir à la fois ma capacité à donner et mon besoin de recevoir sans les voir comme contradictoires? Ce travail d'intégration n'est jamais terminé. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de rencontrer des parties précédemment inconscientes de nous-mêmes, d'élargir notre capacité à la totalité. C'est ce que Jung entendait par individuation, non pas atteindre un état final de perfection, mais s'engager dans le processus continu de devenir plus pleinement qui nous sommes. Alors que j'écris,
Je suis frappé par la récursivité de ce travail. Les qualités mêmes que j'intègre en moi-même sont les mêmes que celles avec lesquelles mes clients travaillent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le principe fondamental de la psychologie des profondeurs. Nous ne pouvons emmener les autres que là où nous sommes allés nous-mêmes. Intégration du soir, devenir entier. Alors que le soir approche, je m'engage dans ce que je considère comme la pratique la plus importante de la psychologie des profondeurs, l'intégration consciente. Ce n'est pas seulement réfléchir sur la journée, c'est tisser activement ensemble les différents fils de matériel conscient et inconscient qui ont émergé. Je m'assieds en méditation, mais pas du genre qui vise à transcender ou contourner le matériel difficile. C'est ce que Jung appelait tenir la tension des opposés, permettre à des aspects apparemment contradictoires de l'expérience de coexister dans la conscience sans résolution prématurée. Le thème d'aujourd'hui a été la tension entre donner et recevoir, entre force et vulnérabilité, entre aider les autres et avoir besoin d'aide nous-mêmes. Au lieu d'essayer de choisir un côté ou l'autre, je pratique le fait de tenir les deux simultanément. C'est la fonction transcendante à l'œuvre, la capacité de la psyché à trouver une troisième voie qui honore les deux côtés de toute polarité. Dans cet espace de tension consciente, quelque chose de nouveau émerge. Pas exactement une solution, mais une nouvelle façon d'être qui peut tenir la complexité sans avoir besoin de l'effondrer en simplicité. Je commence à voir comment mon rôle de guérisseur et mon besoin de guérison ne sont pas des opposés mais des aspects complémentaires de la même totalité. C'est ce que Jung entendait par le soi, non pas l'ego avec sa perspective limitée, mais le principe organisateur plus large de la psyché qui peut tenir toutes nos contradictions avec compassion. Le soi n'élimine pas nos luttes humaines, il fournit un contenant assez grand pour les tenir avec sagesse et amour. Alors que je réfléchis au voyage de mes clients aujourd'hui, Sarah apprenant à intégrer son besoin de dépendance, Michel apprenant à faire confiance aux émotions inondantes, je vois comment leurs processus individuels d'individuation font partie de quelque chose de plus grand. Chaque personne qui fait ce travail d'intégration consciente contribue à la guérison collective de la conscience humaine. C'est peut-être l'insight le plus profond de la psychologie des profondeurs. La guérison personnelle et la guérison collective ne sont pas des processus séparés. Chaque ombre que nous intégrons, chaque projection que nous retirons, chaque morceau de matériel inconscient que nous rendons conscient contribue à l'évolution de la conscience elle-même. La journée se termine comme elle a commencé, avec la reconnaissance que ce travail n'est jamais terminé, et c'est exactement comme cela devrait être. L'individuation n'est pas une destination mais une façon de voyager. Pas un problème à résoudre mais un mystère à vivre. Votre appel vers la profondeur. Alors que je me prépare pour le sommeil, sachant que demain apportera ses propres invitations vers la profondeur, je me rappelle pourquoi ce travail importe, non seulement pour ceux d'entre nous qui le pratiquent professionnellement, mais pour quiconque veut vivre une vie authentique et significative. Les principes que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas seulement des techniques thérapeutiques. Ils sont des façons d'être qui peuvent transformer la façon dont vous vous rapportez à vous-même et aux autres. Quand vous commencez à voir vos émotions difficiles comme des messagers plutôt que comme des ennemis, quand vous commencez à reconnaître vos déclencheurs comme des projections de votre propre matériel renié, quand vous apprenez à dialoguer avec vos rêves et symptômes au lieu d'essayer simplement de les éliminer, vous entrez dans une relation fondamentalement différente avec votre propre vie. Jung croyait que la plus grande tragédie de l'existence humaine était de vivre inconsciemment, laissant notre vie non vécue, notre potentiel non réalisé, nos ombres non intégrées diriger nos vies depuis les coulisses. Mais il croyait aussi en notre capacité à la conscience, à la croissance, à devenir qui nous sommes vraiment sous toutes les couches de conditionnement et d'attente. La question n'est pas de savoir si vous avez du matériel d'ombre, nous en avons tous. La question n'est pas de savoir si vous avez des schémas inconscients, ils font partie de l'être humain. La question est: êtes-vous prêt à rencontrer ces aspects de vous-même avec curiosité plutôt qu'avec jugement? Êtes-vous prêt à voir vos luttes non comme des preuves de votre brisure, mais comme des invitations à votre totalité? C'est votre appel vers la profondeur. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir entier. Non pas pour éliminer vos parties difficiles, mais pour les intégrer consciemment. Non pas pour transcender votre humanité, mais pour l'embrasser pleinement. Commencez ce soir. Demandez à vos rêves ce qu'ils veulent vous dire. Remarquez ce qui vous déclenche le plus chez les autres et demandez-vous quelle partie de vous-même ils pourraient refléter. Pratiquez le fait de tenir les tensions dans votre vie sans vous précipiter pour les résoudre.
C'est ainsi que commence la psychologie des profondeurs, non pas dans le bureau d'un thérapeute, mais dans les moments silencieux où vous choisissez de vous rencontrer avec la même compassion que vous offririez à un cher ami qui souffre. L'inconscient parle toujours. La question est, êtes-vous prêt à écouter? Qu'est-ce qui veut être connu dans votre vie aujourd'hui? Quelle ombre cherche l'intégration? Quel rêve appelle votre attention? Votre voyage vers la totalité commence au moment où vous commencez à poser ces questions. Et comme tout psychologue des profondeurs le sait, le travail le plus important commence toujours par un seul pas courageux dans les territoires inconnus de votre propre âme. Les profondeurs appellent. Répondrez-vous?